Ah, Oh, bon, incroyable. c'est mon tour. Joshua, bonjour. Bonjour. Je sais pas comment ça va se passer pour, passer la diapo, mais, ça va bien se passer. Ah, ça va bien se passer. Hem, bon, bah, comme, Bastien a bien teasé, je vais vous parler de Spirou, l'histoire malgré tout. C'est, une série de bandes dessinées qui a été faite par Émile Bravo. Au total, ça fait un tome qui s'appelle Le journal d'un ingénu et 4 autres tomes, qui s'appellent L'Espoir malgré tout, tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4, avec le tome 4 qui est sorti cette année. Et je vais en profiter pour vous en parler parce que c'est une excellente BD. Je peux dire que des bons attributs à cette BD et je suis pas le seul, elle a remporté de nombreux prix. Hem, mais avant de vous en parler Que c'est plus, le créateur original de Spirou? Il me Émile semble pas. Bravo, non. Non, 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 justement, je vais devoir vous expliquer un peu la série en entier pour, Oula, ça va être compliqué vous ça, non? non, ça va être très simple, ça va être très compliqué. Ah, et il s'est embarqué pour rebattre son propre record. Donc, Non, non, je me suis mesuré, j'ai pris l'essentiel, mais je vais vous en quand même parler de la série donc, Mathis, tu peux passer à la diapo suivante. Spirou et Fantasio, c'est classique de la bande dessinée, est toujours accompagné aussi de leur écureuil Spip, souvent comparé à Tintin avec, des comparatifs entre Tintin et Spirou, Fantasio et le professeur, mince, Haddock. Haddock, Milou et Spip, bref. Mais la différence avec Spirou et Fantasio, c'est que c'est des bonnes BD. oh, Non, non, non. c'est un peu vilain. Oui, on va pas commencer là-dessus, mais c'était juste pour la petite pique, pour l'histoire. Moi j'ai toujours pensé que Spirou c'était un sous-Tintin en fait. Oui, c'est souvent comme ça qu'on pense, parce que Spirou et Fantasio sont moins connus que Tintin, parce que Tintin, ça s'est exporté à l'international, mais bref. Je vais pas commencer la guerre, mais je sais pas si dans le chat, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà Spirou et Fantasio, ou qui connaissent bien, ou juste un petit peu de nom. Moi je Mais regardais les dessins animés quand j'étais petit. Moi, j'ai jamais regardé les dessins animés. Spirou. Et D'accord. bonjour. Hein. Mais si. Juste de nom. Ok. Ouais. Bon bah, ok. Tu vas Mais pouvoir tout nous expliquer, je pense. oui, Ouais, je m'en et éclaire leur lumière qui est bien obscure Nos, pour l'instant. nos Vous allez lumières. apprendre des trucs, ça va être magnifique. Super. Mais bref. Non, la particularité de Spirou et Fantasio dans la BD belge, c'est hormis que c'est des aventures assez classiques avec un héros, son compagnon qui vivent des aventures contre des méchants, que ce soit dans le fantastique, dans la science-fiction ou des fois J'aime plus bien les local champignons avec aussi. des gags. Oui, je vais tout expliquer. La particularité, c'est que Spirou et Fantasio n'appartiennent pas à un auteur. Les droits d'auteur n'appartiennent pas à un auteur, pas un dessinateur, pas un scénariste, ils appartiennent à une maison d'édition. C'est extrêmement rare. Je suis pas sûr de dire que si c'est unique, mais j'en suis pas sûr, donc je vais dire juste extrêmement rare. Et donc, c'est les éditions Dupuis qui ont les droits sur Spirou et Fantasio. Et cette particularité fait que la série continue à vivre partout. Il y a encore des séries de BD qui sortent, il y a des séries dérivées, il y a la série principale qui continue à vivre, et ça a de nombreux avantages. Mais avant toute chose, je vais devoir vous présenter un par un les différents auteurs et dessinateurs qui ont pris la bande dessinée, parce que cette particularité, ça fait que il y a une rotation d'auteurs, de dessinateurs, de scénaristes sur la série principale, Spirou et Fantasio. On va commencer avec, si tu passes la diapo, Mathis, avec Rob Vell et JG. Alors, Rob Vell, c'est celui qui a créé Spirou. Parce que à la base, en 1938, donc à la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'éditeur Dupuis, il cherche à créer un nouveau journal. Et il en a déjà plein, notamment le Moustique, le journal Moustique. C'est des journaux avec des petites aventures, des fois avec un peu d'actualité, mais c'est toujours d'un côté très enfantin. Et Rob Vell, on lui demande de créer un personnage. Donc il crée Spirou à l'image des grooms de l'époque. Donc si tu appuies à nouveau sur passer à la diapo, il y a une belle image, Mathis,
c'était un groom à l'époque parce que le costume de Spirou est pas original, c'est juste un groom roux et qui s'appelle Spirou et qui a un écureuil. C'est tout ce qu'on peut dire à Original. l'époque. Et c'est Rob Vel qui le crée, qui va faire la mascotte du journal Le Spirou, le journal de Spirou. Et ça va lancer aussi la carrière du journal de Spirou qui existe toujours de nos jours. Et toujours édité par les éditions Dupuis. C'est bien. Si tu peux continuer la diapo, ça peut enlever l'image du groom, Mathis. Comme ça, on voit mieux les designs de l'époque qui sont très vieux. C'est avant la BD franco-belge, c'est avant Tintin, c'est avant Astérix, c'est Spirou, c'est 1938, c'est la Seconde Guerre mondiale aussi. Teasing, rappelez-vous de cette information, ça va être important plus tard. Malgré et, tout, là, c'est tout. ouais. Et donc, la Seconde Guerre mondiale est déclarée, et Rob Vel, bah, il doit partir faire la guerre. Donc, c'est sa femme et le peintre qui l'aidait jusqu'à là pour faire les aventures de Spirou qui reprennent un peu son personnage, mais il est fait prisonnier, et donc l'éditeur demande à JG, de son vrai nom, oui, j'ai pas oublié de donner les noms, mais c'est des pseudonymes, donc Rob Vel, c'est Robert Velter, et JG, c'est Joseph Gillin. Et c'est souvent des contractions entre le prénom et le nom, comme RG, c'est juste les initiales de son prénom et de son nom. Ça se faisait beaucoup à l'époque, et donc JG reprend le personnage de Spirou. C'est la première rotation de dessinateurs, de scénaristes et ça va être nombreux, comme vous pouvez voir. Je vous ai représenté j'ai pris une image sur internet qui représente bien les différents styles et surtout les différents auteurs. Donc vous pouvez voir, il y a 8 auteurs ou duos d'auteurs sur la série principale. Parfait. Ouais. Ouais, et c'est donc, vrai qu'il y avait. Ouais. J'en ouais. connais certains. Oui, je pense que si je vous dis Franquin, tout de suite, c'est Gaston Lagaffe, c'est le Marsupilami. Ouais, mais tu vois, j'ai des souvenirs aussi de Morvan Serra, si j'arrive Ouais. bien à lire. Il a un Spirou en mode godlike qui est incroyable. Mais bref, je parlerai de tout ça en temps et en heure, sinon on va encore m'empêcher de faire 1 heure de chronique. Et donc, c'est la Seconde Guerre mondiale, et je vais pas vous spoiler grand-chose de la Seconde Guerre mondiale en vous disant qu'il y a l'occupation allemande de Belgique, et donc le journal de Spirou est interdit. Et donc, c'est décadent. Ouais. Et JG, bah, Il est roux, c'est pour ça. C'est un pauvre gars, et donc il doit continuer à vivre. Et les éditeurs lui proposent de racheter les droits d'auteur. Et c'est là que ça commence à être croustillant. C'est qu'en rachetant les droits d'auteur pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était sûrement pour une bouchée de pain, mais bon, l'auteur avait pas trop le choix. Ça va commencer la série. Et j'en étais où ? Et donc, la série va commencer avec JG qui va reprendre à la fin de la Seconde Guerre mondiale le personnage, mais il va très vite passer à un autre auteur, à un autre dessinateur, André Franquin. Je pense que ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est que vous connaissez pas les bandes dessinées. Alors, je vais pas te dire que je connais pas la bande dessinée, mais juste que je ne retiens pas ses auteurs. Mais Franquin, ça me dit un peu. Non, en vrai, ça me dit pas grand-chose. J'avoue que les noms des gens. Non, mais c'est pas grave. C'est pour taquiner. Mathis, tu peux passer à la diapo suivante. Avec Franquin, on se retrouve avec simplement le vrai début des aventures de Spirou et Fantasio, parce que c'est avec Franquin que Spirou vit plus des petites aventures comiques où il taquine le personnage de l'hôtel du Moustique, là où se passaient ses premières aventures. C'est la justification d'ailleurs pourquoi il porte une tenue de groom, c'est parce qu'il travaille comme groom. Et c'est à partir de Franquin qu'on a des aventures plus complexes, plus longues, où on a les classiques, le héros qui fait face à des méchants, qui face il à est toujours gros. Pays. Oui, il a de grands congés quand même. Ils sont sympathiques, hein, l'hôtel Moustique. Hein. Ils sont compréhensifs. Oui, non, avec le temps qui passe, il passe de groom à simplement journaliste, donc ça justifie tous ces déplacements,
toutes ses aventures et aussi ses congés. Oula. Mais avec Franquin, on a vraiment aussi la mythologie des personnages de Spirou et Fantasio qui tournent autour. Puisque avant, il y avait juste Spirou, Spip, l'écureuil, Fantasio, le grand blond gaffeur, et c'est tout. Et avec Franquin, on a de nouveaux personnages qui apparaissent, qui sont créés et qui sont iconiques dans la bande dessinée Spirou. C'est le comte de Champignac à la toute gauche de l'image que vous pouvez voir. Un grand savant qui espère des champignons et qui des fois ces expériences qui partent un peu en vrille. Il y a le grand méchant Zorglub à la toute droite qui est toujours là à mettre des bâtons dans les roues aux héros, qui est un méchant mais qui a un bon fond, mais qui est un peu gaffeur, mais qui est pas vraiment très méchant. Il y a d'autres personnages un peu plus secondaires comme Zantafio, le cousin maléfique de Fantasio. Sécotine, une journaliste qui est à succès, qui notamment documente sur différentes espèces animales, notamment le marsupilami. Parce que c'est aussi avec le Franquin que le marsupilami et Gaston sont nés. Pour Gaston et la gaffe et marsupilami sont nés dans la BD Spirou et Fantasio. Donc c'est simplement les C'est donc personnages ça le secondaires de la multiverse. BD sont devenus plus connus. Oui, c'est Vraiment. sûr. Et après, ils ont eu le droit à leur propre BD, du coup, vu que ça marchait. Voilà, c'est une autre aventure, mais en gros, Franquin a gardé les droits d'auteur sur les personnages qu'il a créés, le marsupilami et Gaston Lagaffe. Et ensuite, il a gardé les droits d'auteur, il les a vendus, et ça a permis d'avoir différentes bandes dessinées. Mais ce qui nous intéresse, c'est Spirou et Fantasio, et donc c'est avec Franquin aussi que on a toutes les caractéristiques du héros, la caractérisation de Spirou qui est né, et Franquin en a marre. Au bout du 19e tome, il veut plus faire. Il en a fait 19 quand même. Ouais, ça va, c'est au niveau comment. Ouais. Il faudrait compter le nombre de trucs qu'il a dessiné, tu sais, les cases de BD qu'il a dessinées là. C'est au Tu bout peux de. passer à autre chose, quoi. Ouais, c'est ça. T'as le droit de faire une pause et de repartir ailleurs. Et donc, Franquin, il veut arrêter, il arrête tout simplement, il arrête et il part avec Gaston Lagaffe et le marsupilami dans les bras, et aucun des deux personnages ne réapparaîtra, sauf le marsupilami dans le tome 20, et avant très longtemps. Genre, Mais il c'est- rachète les droits de ces personnages, c'est ça ou- Non, il sait juste comme les a créés, il a les droits, mais il n'a D'accord. pas les droits de pas comme de Champignac, le professeur, ou de Zorglub, ou d'autres personnages. Je ne sais pas exactement les raisons pourquoi il n'avait pas les droits de ces personnages, et pas de tous, mais voilà. Il a juste les droits du marsupilami et de Gaston Lagaffe. D'accord. Et donc, il fait son bout de chemin à côté, il va créer la BD Gaston Lagaffe, il va vendre le marsupilami à une autre société, à un autre éditeur, et il va faire les idées noires, il va avoir sa carrière phénoménale aussi, donc voilà. Avec Franquin, on a eu l'âge d'or de Spirou, et maintenant c'est une autre rotation qui apparaît, avec Fournier. Tu peux passer à la diapo suivante. Fournier, de son nom complet, Jean-Claude Fournier, à ne pas confondre avec certains mathématiciens qui ont traumatisé des ingénieurs pendant des générations. Fournier va reprendre la série. Et il va juste demander à Franquin s'il a le droit d'utiliser le marsupilami pour un tome en plus. Et pour éviter de trop perturber les lecteurs. Et donc c'est dans le tome 20 qu'on ne revoit plus le marsupilami, qui était pourtant de la bande de Spirou depuis le tome 6. Donc il était dans le paysage depuis longtemps, le marsupilami. C'est le tome 6, Les voleurs du marsupilami, où il est apparu pour la première fois de l'histoire. Et donc, avec Fournier, il va faire cette fois, si j'ai bien compté, 10 tomes. Donc c'est aussi une belle production. Il va inventer de nouveaux personnages, mais qui seront pas marquants, ils seront pas retenus par les autres auteurs suivants. Et il va faire les 10 tomes suivants, le Faiseur d'or, du glucose pour Noémie, des aventures aussi toutes sympathiques, mais qui s'éloignent un peu de Franquin aussi sur certains thèmes et sur certains choix de narration sur certains personnages.
Bien. Tu les as tous lus, ces tomes? J'ai sur les 56 tomes qui sont sortis de nos jours, j'ai lu 45 tomes, un truc comme ça. Solide. Pas mal. Donc, je 56 suis un tomes. grand fan. Voilà, c'est le grand fan Ouais. qui vous parle de Spirou et Fantasio. T'es un fan qui Je va pas te comprends suivre pas pourquoi n'importe tu quoi. sois pas en cosplay, moi. Pourquoi t'as pas en cosplay Spirou, là, tu te mets en gros. En fait, j'ai oublié à la maison, donc Ah, t'as oublié. Ah, bon. Bon, bah, très bien. C'est excuse acceptée, mais. non, ouais, voilà. Mais bref. Donc Fournier, il va juste faire des tomes, il va faire des belles aventures. Il y a Flo qui blague un petit peu. La fait une Et soirée donc, costumée hier. Ouais, non, ça non, fait non. plaisir. Ça reste secret, ça doit pas sortir sur internet. Oula. Oups. Je Bref, me demande quel genre de soirée. Hein. non, bon, vous allez me faire encore perdre du temps, on va m'encore reprocher de faire une chronique d'1h30. Ah bah, et interaction ou pas interaction? Moi je dis interaction pendant les chroniques, hein, monsieur. Hein. C'est pas 40 minutes de blabla où vous êtes en monologue. Hein. Attention. Oui, bien Hein. sûr. Bravo Florent, tu vois ce que t'as fait. Non, Ça, bon, on va accélérer un peu le rythme. Tu peux passer à la diapo suivante, Mathis. Avec une autre rotation, parce que à nouveau Fournier, il veut plus continuer. Donc c'est un autre duo qui va reprendre Spirou et Fantasio, mais seulement pour 3 tomes. Donc ils n'ont pas le temps de marquer grand-chose des aventures de Spirou. C'est Nick Broca et Raoul Covin, plus simplifié en Nick et Covin. Et qui vont faire juste 3 tomes et qui sont centrés sur un scénario qui avec la boîte noire. Donc c'est une boîte avec plein d'inventions à l'intérieur. Il n'a pas le droit d'utiliser d'autres personnages de l'univers de Spirou et Fantasio, hormis Spirou, Fantasio et Spip. Donc ça fait que c'est des aventures un peu très bizarres et séparées du reste des aventures classiques. Et ce qu'on retiendra de lui, c'est qu'il y a eu un gros plagiat d'une autre BD, la BD Sophie. Je pense pas que vous connaissez, même moi je connaissais pas. Et une aventure de Sophie a été complètement plagiée sur le 3e tome, Les Faiseurs du Silence. Donc rien de bien glorieux qui est sorti de Ah cette oui, BD. ça, ok. Tu veux regarder c'est quoi la BD Sophie? Ouais, mais C'est vrai, si, j'aurais dû mettre une image de la BD. Peut-être que ça parlait à quelques-uns. je connais. C'est vieux. Oui, c'est très vieux, c'est très vieux. D'ailleurs, petite anecdote sur la BD Sophie, c'était fait par l'auteur JDM. Ça vous parle pas sûrement, mais son vrai nom, peut-être ça vous parle plus si vous êtes un amateur des aventures de Gaston Lagaffe. C'est Jean de Messmaker. Alors si de Messmaker, ça vous parle, c'est le grand patron qui essaye de faire signer des contrats et que Gaston Lagaffe, avec ses gaffes, fait toujours annuler ses contrats signés et empêche toujours d'avoir des signatures de contrats. Et donc, le nom du personnage vient de cet auteur. Et d'ailleurs, cet auteur a aussi travaillé sur la BD Spirou et Fantasio, sur les décors à l'époque de Franquin. Donc, c'est tout un bazar, c'est tout un club de nombreux dessinateurs et dessinatrices qui s'entrecoupent. Et ensuite, on arrive à une autre rotation de les premiers comics quoi, américains en fait. Oui, mais Ah, seulement voilà. pour les auteurs, c'est pas pour les personnages de bande dessinée. Il n'y a pas de genre recommencement d'univers et tout, multivers. C'est un peu Non, jusque-là, Spirou. il y a eu juste un reboot, mais il n'est pas été vraiment pris en compte par les aventures suivantes. Mais je viendrai en temps et en heure. On passe à la diapo suivante et avec une nouvelle rotation d'auteurs et dessinateurs. C'est Tom et Jory, de leur vrai nom Philippe Tom, c'est son... Non, ça c'est son pseudo Philippe Tom, c'est Philippe Vandeleuve. Et Jory, c'est Jean-Richard Guts. Et clairement, c'est mes auteurs préférés dans les aventures de Spirou et Fantasio. Je ne peux que les encenser, voilà, j'ai avoué.
Euh, avec Tom et Jean-Rhys, ils reprennent la série au tome 33 et vont faire 13 tomes, donc jusqu'au tome 46. Et avec Tom et Jean-Rhys, c'est le design de Spirou et Fantasio de manière assez classique, mais toujours dans un côté encore plus moderne, où Tom et Jean-Rhys vont faire vivre des aventures à Spirou et sans lui refiler à chaque fois sa tenue de groom, sans lui rappeler à chaque fois son boulot de journaliste. Il va vivre des aventures avec le comte de Champignac, Elzorlub, qui fait encore des farces. Il va introduire de nouveaux personnages et surtout, je pense, si vous voulez vous mettre un jour aux aventures de Spirou et Fantasio, c'est la meilleure période pour commencer parce que c'est des BD qui ont vraiment pas vieilli. C'est des BD aussi assez légendaires, assez cultes, vraiment géniales, avec La Frousse aux Trousses, La Vallée des Bannis, et ils ont fait plein d'autres personnages et tomes incroyables, dont je peux que recommander. Et donc Tom et Jean-Ry vont finir les aventures de Spirou et Fantasio de leur côté avec un tome assez particulier, La Machine qui rêve, où la série aurait pu tourner différemment, puisque ce tome part dans des délires presque très matures, presque à la Matrix, entre le qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, et est-ce que je suis le vrai Spirou, ce genre de bail philosophique. Donc si vous voulez avoir une BD mature, je peux conseiller La Machine qui rêve, qui est presque un tome indépendant et qui est unique. Et donc, avec la période Tom et Jean-Ry qui se finit, c'est encore une nouvelle rotation d'auteurs et dessinateurs qui vont encore plus moderniser Spirou et Fantasio. C'est Morvan et Munura. Je peux passer à la diapo suivante, Mathis. Donc, leur nom complet, c'est Jean-David Morvan et José Luis Munuera. Qui vont faire vivre de courtes aventures à Spirou et Fantasio, seulement 4 tomes, donc c'est peu. Mais ils vont essayer de rendre encore plus dynamique, encore plus expressif Spirou et Fantasio, pousser encore plus loin les délires qu'il y avait déjà dans Ça la donne un BD. petit côté plus japonais, non? J'ai l'impression. Et merci que tu dis ça, parce que c'est pas pour rien que c'est plus japonais, déjà parce que ils sont des grosses inspi, ils ont grandi sûrement avec les Dorothée et compagnie. Mhm. Mais littéralement, il y a un tome, Spirou à Tokyo, qui se passe au Japon, qui est une grosse, qui a des références à Akira, qui a des références au kaiju japonais, qui a des références au shonen, et c'était en roue libre. Et on aurait pu avoir un spin-off de la vie, l'enfance de Spirou, mais en manga. On aurait pu avoir une série dérivée de Spirou en manga. Mais c'est pas fait, c'était juste un projet. Et donc, Morvan et Munura ont fait juste 4 tomes avec leur dernier tome, Aux sources du Z, qui est un reboot de la série, mais qui est un reboot qui sera pas pris en compte. Où Spirou et Fantasio doivent voyager dans le temps pour aller sauver une personne des conséquences d'un acte qui s'est passé au tome 1 de Spirou et Fantasio. C'est ce genre de délire. Ça commence dans les histoires compliquées, là. Ouais. Et donc, c'est plein de références au tome passé parce qu'ils voyagent par étapes où ils ont besoin d'un objet qui est d'une de leurs aventures passées. Ils utilisent cet objet pour voyager dans le temps. Donc, ils voyagent dans le tome d'avant et donc ils doivent éviter de se croiser dans le temps. Et plein de délires comme ça. Ça va être sympa à mettre en page, ça. Ça va être rigolo. C'est très sympa et surtout, en BD, ça rend super bien. Ouais. Ok. Et ça, c'est. Ok, non, Non, mais vas-y. non, j'allais dire, ça, c'est Morvan et machin, mais. Mais oui, en fait. On est toujours. Laisse tomber. Oui. Ok. Et donc, on passe à l'avant-dernière rotation d'auteurs et dessinateurs avec Johan Chivard et Fabien Vellman, le duo Yann et Vellman, qui vont encore rendre encore plus expressif, encore plus moderne
et encore plus comique, les aventures de Spirou et Fantasio. Et on va avoir droit à des tomes avec que des refs, des nostalgies, où c'est le retour de nombreux personnages qu'on n'avait pas vus depuis de nombreux tomes. Donc c'est Zantafio, c'est Vito del Corleone. C'est plein de personnages comme ça qui reviennent pour chaque tome, avec un côté comique qui est vraiment poussé, puisque il y a toujours une raison conne, une raison drôle pour justifier que Spirou va porter son costume de groom. C'est toujours des justifications à n'importe quoi, à nawak, qui donc pour le premier tome qu'ils ont fait, c'est Spirou revient d'une convention où il incarnait le personnage de Spirou, donc il était en costume pour la convention, mais à cause d'un problème, il n'a pas de tenue pour changer, donc pendant toute l'aventure, il a son costume de groom. Le tome suivant, il Méta, quoi. est accueilli dans la base maléfique de Zorglub sur la Lune. Et Zorglub, comme il sait que Spirou adore sa costume de groom parce qu'il l'a pas vu depuis longtemps, et donc il lui propose que des costumes de groom dans sa carte de robe. Et donc il est obligé de porter son costume. C'est plein de côtés comiques comme ça qui sont encore plus poussés. Et il y a même des blagues méta avec un personnage Poppy Bronco, qui est un personnage caricatural de héros des temps anciens, et surtout qui aime bien faire des références à des anciens albums. Pas des anciens albums de Spirou, c'est des anciens albums fictifs, qui n'existent pas. Poppy Bronco, c'est pas un personnage qui avait déjà existé. Et donc ça fait, ah oui, c'est comme mes aventures en Palombie, dans la jungle amazonienne. Et donc il y a un petit astérix, voir Poppy Bronco contre les Indiens d'Amérique. C'est que des blagues métaphoriques sur la BD, l'art de la BD, des tomes anciens où on fait des références aux tomes anciens, et donc c'est méta. C'est très comique. Pour vous dire, le premier tome s'appelle Alerte aux Orcons. Voilà, c'est complètement en roue libre. Et ils finissent leur dernier tome, c'est La colère du marsupilami. Et donc c'est le retour du marsupilami après 35 tomes. Et ils vont finir là-dessus parce que la BD ne marche plus. C'est souvent la justification pour les dernières rotations d'auteurs, c'est juste que la BD se vend plus, donc la BD s'arrête. Et donc ils changent d'auteur après ça. Voilà, il y a eu une nouvelle rotation au mois d'août. Et ça se vend plus après? Si, ça se vend, mais c'est juste comme les ventes chutent. L'éditeur préfère renouveler un contrat Ça différent. remonte. Et oui, des fois ça remonte, des fois non, ça dépend. D'accord, ok. Je connais pas exactement le nombre de ventes des. C'est marrant, ça. Spirou, c'est un peu comme le Docteur, quoi. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à cette comparaison, mais c'est Doctor Who mais en bande dessinée. On a trigger des gens, c'est parfait. Ouais, on va les hameçonner comme ça, on va les ramener Doctor Who, allez, venez. Comment ça? Je vois aucun message dans le chat, là, Doctor Who, comment ça se fait? Il doit dormir. Non, mais par contre, la dernière rotation en date, donc elle date d'août 2022. Et Mathis, tu peux appuyer sur suivant pour la diapo. C'est le tome 56, La mort de Spirou. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ce tome, j'ai pas pu le lire. Mais je pense pas que la série se finisse vraiment sur la mort de Spirou. Mais voilà, c'est mystérieux, on sait pas ce qui se passe. Et à nouveau, c'est une nouvelle rotation d'auteurs avec Sophie Guérivine et Benjamin Habitan au scénario. Et au dessin, c'est Olivier Schwartz. Donc en fait, tu nous teases vraiment le truc en nous disant allez le lire parce que je sais pas ce qui se passe. T'es vraiment c'est bien fait, hein. T'es vraiment en mode le dernier tome c'est la mort de Spirou. Ouais, il a bien bossé son truc là. Le dernier tome, La mort de Spirou, alors je l'ai pas lu, mais peut-être c'est la fin. En vrai, il faudrait que vous alliez peut-être checker. Alors oui, mais je vais pas demander aux gens d'aller lire La mort de Spirou. Mais c'est juste que l'album est sorti au plus mauvais moment pour moi. C'est quand j'étais plus en France, à quelques jours après mon départ de France, et l'album sortait, donc j'ai pas eu de chance sur ça. Terrible.
Eh ben, importe-le au Québec. Voilà. Ils lisent pas, tiens, Ouais. c'est une vraie question. Ça, c'est pas, ça s'est beaucoup J'allais te poser la exporté, question. Spirou. Je sais pas. Je sais que c'est beaucoup moins que d'autres tomes comme d'autres BD comme Astérix et Tintin, mais je pourrais pas vous dire. D'accord. Donc on a fini avec la série principale et on va pouvoir s'atteler aux séries dérivées. Oh Et mon Dieu. je vais pas vous embêter avec C'est toutes les terrible. séries dérivées, C'était avec les vraiment le multivers. hors-séries, Hein, c'est- Ouais. les hors-séries, les spin-offs sur les personnages comme le Comte de Champignac ou Zordlube, ou le spin-off bizarre sur Spirou est en fait un super-héros. Euh, Ah ouais, Non, il y a un... attends, j'ai lu ça, c'est rigolo. En vrai, là, Ah, la BD est rigolote. C'était passé dans le euh, petit Spirou, c'est sympa. Moi, j'aime bien. d'accord. Le Spirou en mode Super Saiyan, super-héros, ça me fait beaucoup rire. D'accord. Bah, je l'ai pas lu Super Groom. Par contre, oui, j'ai oublié de mentionner aussi le petit Spirou. Bref, Ah oui, il y oh, a c'est trop du bien le plot dans petit les Spirou. comics. Le petit Spirou, allez lire le petit Spirou quand vous avez 5 ans, là. Lisez le Oui, petit Spirou. c'est très comique, mais ça n'a rien à voir avec la série principale parce qu'il y a juste Ah non, c'est Spirou. sûr. Euh, Mais bref. Non, il y a une série dérivée qui va nous intéresser, c'est le Spirou 2. Tu peux passer à la diapo suivante, Mathis, et appuyer à nouveau parce que ça va faire une petite animation que j'ai fait. Si ça apparaît sur le live. Je sais pas, je vais pas les voir. Voilà. Donc vous pouvez voir les. En tout cas, j'adore le dessin là de ce qu'on voit là. Oui, Enfin, de juste parce des- que vous allez Ça voir, m'a un c'est peu pensé à. Oh, il y en a certains, ça me fait penser à. Putain, enfin, je fasse une chronique un jour sur ça, sur les. Sur les. Merde. Black et Spirou les Mortimer. sort malgré tout. Fameux. oui. Bref. Oh, le Spirou, c'est les soviets, avec Tintin chez les soviets. J'ai lu. Ah là là. Si la référence n'est pas là. Mais Oui, 4 tomes, l'espoir malgré tout, du coup. oui, je veux venir, laissez-moi parler, je vous laisse enfin Ah, parler, hein. Je suis là pour ça, hein. On prend du temps d'antenne, on prend du temps d'antenne. On bah oui, continue. Non, Vas-y. et donc, le Spirou 2, c'est une série très particulière parce que la particularité de la série Spirou et Fantasio, c'est le détenu par un éditeur. Donc l'éditeur peut faire ce qu'il veut. Et dans faire ce qu'il veut, c'est aussi laisser le champ libre à des auteurs et dessinateurs qui ne dessinent pas sur la série principale. Et donc, c'est là où on va en venir petit à petit. Donc, il y a des auteurs qui ont fait leur fait d'armes sur cette série dérivée. Johan et Vellman ont commencé avec Les Géants Pétrifiés, le premier tome du Spirou 2. Et ensuite, on repris la série principale. C'est pareil avec la dernière rotation que je vous ai parlé. Olivier Schwartz a dessiné 3 tomes qui sont issus de Le Spirou 2, cette série dérivée. La femme léopard, mince, j'ai oublié le nom. Bref, voilà. Il a fait ces faits d'armes-là, et ensuite il est passé à la série principale. Et c'est arrivé comme ça. Je pourrais vous parler de quelques tomes qui sont là, que j'ai lus, comme Spirou à Bornéo, le Spirou chez les Soviets, qui est une énorme parodie de Tintin chez les Soviets, qui est très comique, avec de nombreux trèfles. Mais je suis là pour vous parler du Journal d'un ingénu, et surtout de L'espoir malgré tout, qui, comme vous pouvez le voir, c'est quand même 5 tomes sur les 19 qui sont présents à l'écran. Voilà, ça va être long. Mais passons à la diapo suivante, et je vais vous parler du sujet de la chronique. L'espoir malgré Alors, tout. on arrive enfin au sujet de la chronique. Voilà, je On est pas retombe mal, sur on mes est pas pattes. mal. Parce que c'était important de vous préciser la nature même de la série, cette particularité. Parce que si vous vous en rappelez de ce que je vous ai dit, la série est née avant la Seconde Guerre mondiale et a commencé à exister grâce à la Seconde Guerre mondiale et au fait que l'éditeur a racheté Heureusement qu'elle était là, cette Seconde Guerre mondiale, quand même. ouais, et a racheté Bon, alors, les je vais droits peut-être d'auteur. pas jusque-là. Et donc, le journal d'un ingénu parle de la tendre enfance de Spirou dans un orphelinat, avec son premier boulot en tant que groom au moustique, où il rencontre Spip.
où il croise les premiers personnages, ses premiers amis, où bah, c'est la veille de la Seconde Guerre mondiale. Merde, c'est grave. Et ça permet d'avoir une série qui va raconter les origin stories, si on peut dire ça, qui va raconter comment Spirou est devenu Spirou, avec un côté très métaphorique où à la fois on profite de la Seconde Guerre mondiale pour parler de choses sérieuses, de drames, d'atrocités, mais en même temps pour parler d'un niveau métaphorique où bah, Spirou est vraiment né grâce et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je trouve ça c'est une belle idée de base et la réalisation derrière est magnifique. C'est une BD que je peux que vous recommander, même si vous n'êtes pas un connaisseur de Spirou et Fantasio. C'est l'histoire d'un simple enfant qui est innocent et au cœur pur au début et qui doit faire face à la délation, à la collaboration, à la résistance, à la mort, à la disparition, à la discrimination, à l'occupation, c'est beaucoup de sion, et à des réflexions aussi sur ses premiers amours. Et sur qui faire confiance, qui sont ses amis, comment survivre au jour le jour. Bref, avant de parler de Spirou, ça parle aussi de la vie en Belgique sous l'occupation allemande et c'est une histoire magnifique. C'est donc 5 tomes avec le journal d'un ingénu qui parle de la période avant la Seconde Guerre mondiale. Et l'espoir malgré tout, qui suit la vie de Spirou, mais pendant toute la Seconde Guerre mondiale, de son début jusqu'à la fin, et où il rencontre Fantasio, qui était à la base dans l'armée belge, mais comme l'armée belge s'est fait ratatiner, il est plus dans l'armée, et ça apporte son lot de problèmes, d'histoire, et il rencontre des personnages qui sont inédits, comme un peintre juif avec sa compagne juive, des petits enfants du quartier qui essayent de comprendre ce qui se passe, mais qui sont des enfants donc qui sont là que pour jouer, imiter les adultes, mais c'est dans un contexte grave. Ils rencontrent des personnages qui sont des espions, des doublures, des doublages Et est-ce genre, que ça je sais pas trop. est-ce qu'on retrouve des figures qui ont réellement existé ou Si il n'y je a pas du réponds tout de... Si je réponds oui à cette question, je te spoil la fin de la BD. Parce que c'est aussi pour ça que je vous parle. C'est pas Bon, une simple mais... aventure de Spirou et Fantasio. Spirou qui Voilà. finit à Berlin pour assassiner le moustachu. Non, on n'est pas dans ce délire-là. Spirou, il tue pas. C'est un héros de bande dessinée. Il est gentil, Oui. voilà. C'est comme Batman, il tue pas. Hein. Non, plus sérieusement, c'est la fin est belle. Bon, il y a quelques Est-ce que c'est drames. fini du coup? Oui, le 4e tome conclut l'histoire. C'était vraiment une histoire prévue en 4 tomes. C'est fait en 4 tomes. Il était dans les règles. Il voulait il a su raconter ce qu'il a voulu raconter. Et il l'a fait d'une main de maître. Et la fin est même très marquante. Et lâcher des larmes. Parce que c'est même pas au sein de la BD, c'est quelques pages après la fin de la BD, et c'est un coup de poing en plein dans le ventre qui te rappelle l'horreur de la guerre. Mais je ne dirai pas plus. Allez lire cette BD. Oui, il n'y a vraiment pas de côté comique dans cette BD, dans cette saga, par rapport aux autres Spirou. C'est bien moins comique, mais ça l'est quand même. D'accord. Je vais aussi passer les diapos suivantes pour vous parler un peu du style graphique. Oui. Parce que c'est peut-être pas, ça saute pas aux yeux. C'est vrai que Fantasio, il a eu des phases terribles. Hein. Oui, bon, vous avez à la toute gauche une page prise au hasard de la BD. Je crois que c'est du tome 1 ou 2. Oui, ça parle beaucoup. C'est le style de l'auteur. Et il y a très peu d'action, mais ça parle beaucoup, mais ça parle pas pour rien dire. C'est toujours pour caractériser les personnages.
Et je vais aussi vous parler d'un peu du style de l'auteur dans ces prochaines diapos. Comme vous pouvez voir, Spirou et Fantasio, c'est des grandes références au Spirou et Fantasio de Franquin, avec Spirou toujours avec sa houppette rousse et un style à la Franquin, et surtout Fantasio avec ses cheveux en pétard comme jamais. On n'a jamais eu un Fantasio avec des cheveux autant en pétard et aussi longs. Il caractérise lui-même le personnage de Spirou et Fantasio. Avec les événements, ça justifie pourquoi ils sont ainsi, pourquoi ils sont comme ça. Mais on retrouve des traits de caractère assez communs au Spirou de l'aventure principale et au Fantasio de l'aventure principale. Avec Fantasio gaffeur, Spirou qui veut toujours bien faire et être un héros. Mais sauf que c'est la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas toujours être un héros. Voilà. Si c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est malheureux. Tu peux passer à la diapo suivante aussi. Je peux comparer aussi avec quelques BD que je connais. Une autre planche. Oh oui. Aussi, ça vient du Les Bastien, je pense, tout à l'heure. Oui, Black et Mortimer, oui. Voilà. Ça m'a donné envie de faire un truc sur Black et Mortimer, c'est terrible, j'ai tout lu de Black et Mortimer. C'est une excellente BD. Le style graphique, moi, personnellement, me rappelle un peu le Black et Mortimer, qui lui aussi, qui sont aussi un classique de la bande dessinée. Ça parle beaucoup aussi. De l'album La Marque Jaune, vous allez peut-être reconnaître facilement les Black et Mortimer si vous êtes intéressé à la bande dessinée. Mais simplement des petits traits, des petites expressions. Là, c'est pas La Marque Jaune que tu montres, les cases de BD, Non, c'est l'Espadon. Oui, c'est même pas l'Espadon, parce que c'est oui, enfin, c'est de la série de l'Espadon. Ouais, voilà. Je me permets d'être précis, parce que... Oh là là, on sent les fins connaisseurs. Si je vous avais montré La Marque Jaune, peut-être que vous aurez reconnu Black et Mortimer. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Je me suis mal exprimé. Mais le style graphique aussi de l'auteur me rappelle la BD Irena, qui parle aussi de la Seconde Guerre mondiale, mais plus d'un côté des ghettos juifs de Varsovie. Donc c'est aussi la misère humaine. C'est pas joyeux. Non, mais ça me fait penser aussi à ça parce que c'est un style assez presque simple et enfantin pour parler de choses graves. Donc comme vous pouvez voir, là, le tome 1 de Irena, ça donne pas envie de respirer la joie et la bonne humeur. Mais si tu passes à la diapo suivante, si tu tapes sur suivant, Mathis, ça me rappelle aussi simplement Émile Bravo. C'est son style à lui de raconter des aventures pas avec beaucoup d'action et avec beaucoup de paroles, de textes, avec des cheveux en pétard pour ses personnages souvent. C'est un extrait de l'Espousse, une épatante aventure de Jules. Il y a plusieurs tomes, j'ai pris un tome au hasard. Je connaissais pas la bande dessinée avant, donc je pourrais pas vous en dire plus, mais on peut reconnaître le style graphique de l'auteur assez facilement. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous parler sur l'espoir malgré tout, même si est-ce qu'il me reste beaucoup de temps, Bastien, ou pas? Voilà, tu peux encore déposer un peu, t'inquiète. Ok. Et donc en 2h30, t'inquiète. Peut-être je dormirai du coup, mais... tu manges pas ta tarte au citron, mais c'est pas grave. Alors, il faut pas spoiler la tarte au citron, ils sont en train de la faire. Ah oui, mais peut-être qu'elle aura disparu d'ici là. On sait pas. Je veux aussi vous parler, profiter de cette chronique sur l'espoir malgré tout, et qui parle de Spirou dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Je veux vous parler aussi un peu de la mémoire, les faits, l'histoire. Je vais en profiter parce que bon, j'aime bien l'histoire, j'aime bien la BD, donc je pouvais pas m'en empêcher. Tu as 6 minutes. Ok. Diapo suivante. Normalement, il y a des photos qui apparaissent. Vous allez peut-être reconnaître quelques photos qui étaient dans vos livres d'histoire. Ah, peut-être encore suivant. Mais... Oh, c'est bon. Il y a les photos. Ghetto de Varsovie. Jean Moulin, je reconnais. Oui, il y a le Jean Moulin, il y a l'entrée d'Auschwitz, Birkenau.
Il y a des bancs pour des camps. Celle du Ouais. milieu au-dessus de Jean Moulin, je reconnais pas. Et celle à gauche de Jean Moulin, je sais Euh, pas. J'aurais dit des partisans. c'est tiré d'une photo de Bir Hakeim, une bataille qui a été Ah oui, dans le bah ouais, Sahara. j'aurais dit ça. J'aurais dit partisans ou Afrique du Nord, France libre. Ok. Ouais, voilà. Et au-dessus, Euh, c'est quoi? et au-dessus, c'est les crânes rasés de mince, j'ai oublié leur nom Ah exact. ouais, oui, ok, on zoome en plus, Des oui. femmes qui accouchaient avec les nazis, enfin, qui étaient accusées de coucher avec les nazis Ouais, pendant ouais. l'occupation. Non, c'est bon, je suis pas mal. Ok. Je sais pas si pour toi, Quentin, ou pour les gens du chat, si vous avez reconnu quelques trucs. Mais Oui. c'est avec ces photos dans nos livres d'histoire, dans les documentaires, c'est très reconnaissable. On se rappelle bien de ces photos, mais c'est le problème, c'est qu'on se rappelle. Voilà. C'est là où je veux en venir. C'est que l'histoire, c'est des faits et le souvenir, la mémoire, c'est bien pour s'en rappeler, mais ça peut être déformé, ça peut être mal interprété, ça peut être tronqué. C'est pas toujours les faits. On se rappelle pas toujours de tout. La Seconde Guerre mondiale, c'est un conflit gigantesque. Bon, je vais pas vous reprocher de ne pas connaître par cœur la Seconde Guerre mondiale sur le bout des doigts, mais je vais vous illustrer le fait de ne pas avoir toujours toutes les informations. Par exemple, on ne peut pas penser au rationnement pendant l'occupation. On ne peut pas penser au conflit dans le Pacifique avec les batailles terribles sur les îles gardées par les Japonais. Et on ne peut pas se rappeler de tout. Mais je vais vous illustrer le problème de ne pas se rappeler de tout avec juste une photo simple. Quand je vais vous la montrer, je veux que vous me disiez à quoi elle vous fait penser directement, quel conflit Si on elle la parle. connaît, c'est un peu bête. Oui, mais c'est normal si vous la connaissez. Elle est très connue, elle est très populaire, elle caractérise bien le conflit. Mathis, tu peux passer à la diapo suivante. Ah, Ça va je l'ai pas bientôt mis. s'afficher pour les gens du live. Est-ce que vous la connaissez? Évidemment. Ouais. Tout le monde connaît cette image. Même cette. Voilà. Quand vous la voyez, vous pensez à quoi? Vietnam, Napalm. Ouais, Vietnam, Napalm, ça me semble être pas mal. Voilà. Je pense qu'on est sur des bonnes bases. Je sais pas s'il y a encore des gens dans le chat qui sont vivants après avoir parlé autant de BD. Je sais pas. Si ça leur fait penser à autre chose que la guerre du Vietnam et les attaques au Vietnam, au Napalm. Mais cette photo, elle a été prise par le photographe Nick Hutt à l'âge de 16 ans, où il faisait des reportages photos sur la guerre au Vietnam. Et cette photo n'est pas la photo. Cette photo est tronquée, cette photo n'est pas la vraie. Si Mathis, tu peux passer à la photo suivante, enfin la diapo suivante, qui est la dernière, où, comme vous pouvez voir, je vous ai menti, je vous ai montré une photo telle qu'elle est connue dans l'imagerie populaire, et avec la photo en ensemble. Sur le live, on voit pas très bien ce que je vais vous montrer. Mais à la base, la Et photo... GI à côté. Oui, voilà. Il y a des soldats américains. Parce que à la base, la photo tronquée, l'objet de la photo, on peut pas l'éviter. C'est la petite fille nue qui a été brûlée au 3e degré. En tout cas, elle a été brûlée par les attaques au napalm. Elle a dû se libérer de ses vêtements en flammes pour pouvoir survivre. C'est des enfants qui fuient les attaques, mais avec la photo complète, on a le tableau complet du conflit. C'est aussi des soldats américains, mais aussi des photographes qui s'intéressent à leurs appareils photo. On peut penser qu'avec la photo de base, on a de l'empathie pour la petite fille. Avec la photo complète, ça nous rappelle que les gens qui prennent en photo, les soldats, n'ont pas la même compassion. Ils cherchent juste à faire une belle photo, à avoir une photo qui marche, une photo pour faire vivre leur métier, pour avoir la paye du mois. C'est aussi une photo, si on la cadre de manière comme je vous l'ai présenté, on a de l'empathie, mais avec un cadre plus large, on a l'ensemble du conflit. Ce qu'on se rappelle de la photo, c'est l'empathie.
ce qu'on se souvient pas toujours, ou en tout cas qui nous est pas souvent présenté, c'est la photo complète. C'est tous les faits, toute la mémoire qui a été pu être oubliée. Et c'est ça que j'essaye de vous illustrer. Bon, c'est cynique quand je vous dis que le photographe ne s'intéresse pas à l'objet de ses photos, parce que la petite fille qu'on voit souffrir, elle a été quand même secourue par le photographe. Et elle est en bonne santé de nos jours. Mais ce que je vous montrais, c'est les dangers qu'on peut avoir de se rappeler que de certaines choses, de se rappeler par exemple pour la Seconde Guerre mondiale que des massacres commis par les nazis, que par le génocide des juifs, alors qu'il y avait aussi d'autres populations, les homosexuels, les tziganes, les opposants politiques simplement, qui étaient aussi tués de manière aussi atroce. Des fois c'était de manière sélectionnée arbitrairement. Et on oublie aussi des fois toutes les atrocités et les massacres organisés par le Japon impérial, par des fois les crimes de guerre du côté allié. C'est ça le danger de la mémoire. C'est encore plus dangereux pour la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on peut des fois oublier des choses importantes ou ne pas les mentionner. C'est comme la Seconde Guerre mondiale n'est pas mentionnée pendant l'éducation des Japonais. Elle est simplement mise sous un voile, cachée. Et c'est un danger de ne pas se rappeler de tout. C'est un danger parce que ça peut permettre à des atrocités de se reproduire à nouveau, de ne pas avoir retenu l'histoire, de ne pas avoir compris pourquoi on en est arrivé à là. Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi, ça explique pourquoi l'histoire, le monde tel qu'on est, il est comme ça. Et c'est pour ça que, même si c'est assez désespérant à vous le dire, parce que personne peut se souvenir de tout, personne peut se rappeler de tout, personne peut connaître tout, c'est important de connaître l'ensemble de l'histoire. Pas juste de connaître les grandes lignes avec il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, et voilà, il n'y a pas eu grand chose entre. Non, il y a eu beaucoup de choses qui ont expliqué beaucoup de choses et qui expliqueront encore beaucoup de choses. C'est pour moi important de vous parler de ça, même si c'est un court moment et que c'est peut-être un peu soudain. Mais je veux juste conclure sur ça en disant que même avec toute cette morosité que je vous apporte, avec cette sujet de la Seconde Guerre mondiale, tout et tout, sur cette morosité de ne pas se rappeler de tout, il faut garder l'espoir malgré tout. Voilà. A été bien faite cette conclusion. Ah là là. Hop, mais oui. Et voilà, j'ai conclu, j'ai fini, c'est fini, et voilà. So long, j'en suis là. Je pars. Ouh Hop, ah ouais, non mais oui, c'est intéressant. Mm. Et de même, quelle vision nous rapporte et par rapport aux mémoires, les mentalités des gens et tout. Ouais. Ça fait compliqué la transition tout d'un coup, hein. Alors, on va revenir, ma foi, sur quelque chose de un peu plus, pas moins sérieux, mais d'autant plus joyeux, un peu moins, un peu plus, d'où d'un autre art que celui de la BD, celui le grand, il me semble, 7e art, si je dis pas de conneries, qui est celui du cinéma. Avec Quentin, on enchaîne, tout.